Webinaire dédié à l'eau. On va avoir une petite heure et demie ensemble, donc on se donne jusqu'à 13h30. Donc thématique riche, hein, comme je disais, l'eau, un défi pour l'agriculture. Donc moi, je suis Karine Galland, je travaille chez FEV, Fermes en Vie. Donc je suis ravie d'animer aujourd'hui ce webinaire. On va se prévoir 1 heure 10 d'échange avec nos deux intervenants qui vont se présenter dans quelques instants. Et on prévoit 20-30 minutes donc de questions à la fin. Donc n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions dans le chat au fur et à mesure. Et puis après, éventuellement, dans le temps dédié aux questions, vous pourriez continuer. Donc je remercie Agathe et Eva qui sont avec nous aujourd'hui et qui vont pouvoir aussi suivre ce webinaire sur le volet technique. Avant de commencer sur notre sujet, 2-3 mots sur FEV. Donc, ce webinaire est organisé par FEV. Donc, FEV, on est une société de l'économie sociale et solidaire et notre objectif, c'est de faciliter la transmission des fermes et l'installation en fait, de la nouvelle génération d'agriculteurs grâce à notre foncière solidaire, donc qui collecte l'épargne citoyenne, et également à la plateforme en ligne Lagrange, qui est ouverte à tous et à toutes pour avoir plein de ressources sur l'installation en agriculture. Et notre foncière, du coup, achète des fermes sur lesquelles on installe des porteurs de projets en bio et agroécologie qui sont en location et caution d'achat. Donc, c'est rapidement le principe de FEV. Alors, pourquoi cette thématique de l'eau? Donc, c'est une thématique chez FEV qui nous passionne et qu'on rencontre toujours, tous les jours dans nos projets, évidemment, sur l'installation, puisque nos porteurs de projets cherchent aussi à s'installer sur des projets durables, résilients. L'eau douce, c'est une des 9 limites planétaires et malheureusement, elle fait déjà partie des limites qui sont dépassées. En agriculture, c'est une clé de fertilité et en même temps, on a pu constater des années comme cette année où elle pouvait aussi occasionner quelques dégâts, être trop importante. Donc, on cherche un petit peu en agriculture à la contrôler aussi parfois. Elle a un impact important on l'a vu cette année, sur des retards de semis, des chutes de rendement. Donc voilà, énormément d'enjeux qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Alors, on n'aura pas le temps de détailler tous les éléments en 1 heure. C'est un vaste sujet. Donc on va l'aborder et bien sûr, on pourra vous fournir, en tout cas nos intervenants pourront vous donner des ressources en fin de webinaire si vous souhaitez aller plus loin. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, avant de commencer, je voulais remercier donc Joanne et Simon qui sont nos deux super intervenants aujourd'hui et qui vont nous parler un petit peu de cette vaste question. Écoutez, messieurs, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots à tous les participants avant qu'on commence. Bon, j'y vais. Allez, est-ce que juste vous m'entendez bien, Karine? On t'entend très bien, Parfait, impeccable. parfait. Eh ben, bonjour à tous. Je suis Simon Ricard, donc, et j'ai deux casquettes à l'occasion là, de ce webinaire. Je suis donc co-responsable d'un bureau d'études qui s'appelle Permalab. On est basé dans la Drôme et on accompagne sur le territoire français et un peu à l'international aussi. Porteurs de projets, agriculteurs, entreprises à vocation agricole et collectivités autour de tout ce qui est agroécologie, agroforesterie et donc hydrologie régénérative, ce qu'on appelle hydrologie régénérative. Donc dans le design, l'aménagement et la mise en œuvre aussi autour de tous ces sujets. Et on fait aussi de la formation sur un peu tous ces thèmes. Et voilà, ça c'est une casquette. Et l'autre casquette, je suis cofondateur, coprésident de l'Association pour une hydrologie régénérative, qui a la vocation à diffuser cette vision de la régénération des cycles de l'eau. Ça va être mon angle aujourd'hui, donc cette régénération des cycles de l'eau comme un vrai levier pour la résilience hydrique des territoires, des espaces agricoles et des territoires, et par rapport à l'adaptation au changement climatique et aux évolutions qu'on constate sur la ressource eau en particulier. Voilà pour moi. Merci. Joanne? Donc, Joanne Coulon, je suis chargé de mission eau et agriculture au sein d'une collectivité territoriale. Donc, je suis agent territorial pour la métropole de Montpellier.
donc qui se situe en zone méditerranéenne. C'est important pour la suite de ce qu'on va voir. Donc, je suis chargé effectivement d'articuler politique publique de l'eau et politique agricole. Alors, les politiques de l'eau, c'est une compétence obligatoire des collectivités, notamment sur la distribution d'eau potable de qualité et en quantité suffisante à nos citoyens. Et les politiques agricoles qui sont développées depuis 2014, en fait, qui s'articulent autour de projets alimentaires territoriaux, notamment pour maintenir une activité agricole sur le territoire, le lier à des circuits courts, à l'alimentation locale, etc. Et on verra que du coup, il y a des points de convergence très forts entre ces deux politiques-là. Et à notre échelle, on explore modestement en fait un petit peu l'apprentissage de notre territoire à la résilience climatique, puisqu'on vit des heures un peu difficiles d'un point de vue climat depuis quelques années déjà, et les projections sont pas très favorables. Donc voilà, on parlera de tout ça. Super, merci beaucoup, Joanne. Eh ben, allons-y. Allons-y, messieurs. Je vous propose en fait pour débuter ce webinaire, hein, on va faire une progression un petit peu en entonnoir. On va repartir un petit peu des grands fondamentaux sur l'eau douce. On va regarder un petit peu ce qui se passe en termes de besoins dans le monde agricole. On va parler bien sûr des solutions. Donc, repartons de ces grandes bases, de ces grands fondamentaux. L'eau douce, le cycle de l'eau, c'est quelque chose qu'on apprend quand on est tout petit. D'où vient l'eau? Quels sont les mécanismes physiques mais aussi biologiques qui ont lieu? Alors, Simon, est-ce que tu pourrais commencer à nous en parler, s'il te plaît? Oui, ça marche. Alors, du coup, je vais partager mon écran. Voilà, tac. Et vous me direz si ça va bien. Donc voilà, pour vous prévenir aussi, je ferai j'ai un peu une longue présentation dans laquelle je piocherai un peu au fur et à mesure de ce webinaire, parce qu'elle est un peu longue pour tout rentrer. Donc voilà, il y aura sûrement des allers-retours entre les partages d'écran et la présentation, donc ne soyez pas surpris. Donc oui, quelques mots effectivement sur le cycle de l'eau, et puis un peu avec cette introduction, si on pouvait cultiver l'eau, c'est un peu mon propos aussi. Donc effectivement, le sujet autour de la ressource en eau est très vaste. Il y a plein de sujets, moi je ne suis pas spécialiste de tout, loin de là. Par contre, on porte une vision autour de justement de ce cycle de l'eau, et que la ressource en eau, elle est là aussi. Elle est dans des cycles de l'eau qui sont fonctionnels. Donc si on pouvait cultiver l'eau, un point d'interrogation pour la résilience hydrique des agrosystèmes et des territoires. Et voilà, j'aime bien commencer souvent des présentations, conférences ou cours par cette phrase-là: la pluie ne tombe pas du ciel, elle provient du sol. La formation des déserts n'est pas due à l'absence de pluie, mais plutôt la pluie cesse de tomber parce que la végétation a disparu. Masanobu Fukuoka qui disait ça, et ça introduit bien aussi le propos justement de cette compréhension de ces cycles de l'eau, et qu'il y a une interaction qu'on connaît, climat, territoire. Voilà, il ne pleut pas, donc nos régions sont sèches, mais il y a cette interaction qui est de plus en plus mise en lumière scientifiquement, il y a plein d'égards, sur l'interaction territoire-sol, climat, et comment justement, là aussi, un territoire sec peut aussi générer un climat sec. Donc, c'est des choses à comprendre, considérer aussi pour notre propos, et aussi par rapport à ce qu'on vit actuellement. Alors, nouvelle représentation du cycle d'eau, les conséquences de sa rupture. Pourquoi nouvelle? Parce que voilà, effectivement, on connaît tu l'as introduit, on connaît le cycle de l'eau un peu comme de la mer, dont on l'a appris à l'école, et qui est issu voilà, des grandes masses océaniques qui évaporent de l'eau, qui condensent dans les nuages rentrent sur les territoires, ça précipite, et il y a plusieurs choses qui se passent, mais notamment, essentiellement, c'est que l'eau ensuite s'infiltre ou ruisselle et revient aux masses océaniques par les flux d'eau, les cours d'eau, les rivières, tout ça. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau, le cycle de l'eau bleue, l'eau des flux. Et on parle bien d'eau bleue, c'est une manière de présenter justement l'eau bleue, et de, entre guillemets, la distinguer de ce qu'on appelle l'eau verte, parce qu'effectivement, une partie, on le sait bien, de cette eau qui tombe retourne sous forme de vapeur par l'évapotranspiration des sols, de la végétation, des territoires en général, retourne réalimenter ces cycles de l'eau. Et donc là, on parle d'eau verte. Justement, c'est cette eau qui est contenue, ou en tout cas qui circule, donc qui n'est pas un flux, mais qui est contenue et qui circule dans les sols, la végétation, et qui, elle aussi, évidemment, réalimente ces cycles de l'eau, au point que, dans le sens
c'est nouveau, c'est un peu cette nouvelle considération qu'à l'échelle planétaire, 63% de l'eau des précipitations continentales est issue de l'évapotranspiration sol-végétation. On dit qu'il y a une forte interaction de la végétation et donc de l'occupation des sols, des territoires sur les cycles de l'eau. Alors en France, on n'est pas dans ces proportions, hein, puisqu'on a une grosse façade océanique, donc on est plutôt dans un 40-60, 60 d'eau bleue, donc d'eau issue des masses océaniques, et 40 environ hein, issus de l'eau verte, donc de l'eau de la végétation. Mais pour autant, ça indique la prépondérance de la végétation et de l'occupation des sols dans ces cycles de l'eau et ces continuités des cycles de l'eau. Effectivement, tu l'as dit, Karine, donc les limites planétaires ont été franchies selon là aussi, ça, des experts, à la fois pour les cycles de l'eau douce, donc à la fois pour l'eau bleue et pour l'eau verte. Et effectivement, dans l'étude mettent particulièrement en lumière l'importance des cycles de l'eau verte, justement, dans cette bonne répartition des cycles de l'eau. Effectivement, on peut on va dire, distinguer, euh, caractériser un peu voilà, deux grands axes. Le cycle de l'eau fonctionnel, c'est justement celui-là représenté par cette image, où il y a une continuité végétale, pas forcément une forêt en l'occurrence, mais une continuité végétale qui fait qu'il y a des cycles de l'eau qui sont là, bien entretenus, on va dire, versus, on pourrait dire, des cycles de l'eau dysfonctionnels, et dysfonctionnels par globalement, deux grands axes, de grands mouvements, à la fois une forme de dévégétalisation, on va le voir, à la fois donc moins de végétation, moins de sol porteur d'une végétation dense, et autre point, par une forme d'évacuation de l'eau. Et donc, lorsque les cycles de l'eau verte ne sont plus fonctionnels, cela multiplie les épisodes de sécheresse et d'inondation. Donc, c'est là aussi qu'on doit comprendre ce qui se passe actuellement. On alterne entre sécheresse et inondation, en tout cas trop d'eau, comme tu disais, notamment cette année. Et cela augmente l'intensité de ces mêmes épisodes, c'est ce qu'on constate aussi. Donc voilà, il y a un axe c'est le réchauffement climatique qui est la cause de ça. Oui, d'une certaine manière, mais le réchauffement climatique, il exacerbe des phénomènes qui sont en lien avec l'occupation des sols, qui sont en lien avec la manière dont nos territoires et nos espaces agricoles sont aménagés, on va dire, conçus. Quelque part, le changement climatique vient exacerber des phénomènes qui étaient déjà présents et qui viennent les pointer de plus en plus. Donc, voilà, cette image montre, en image vaut mille mots, hein, on dévégétalise en amont et donc l'eau n'est plus retenue. Quand il pleut fort, et l'eau coule et on a des phénomènes d'inondation, on a des phénomènes de trop d'eau en aval. L'immense majorité des phénomènes de trop d'eau qu'on connaît, ils sont d'abord liés au fait que l'eau n'est plus retenue dans les bassins versants, en amont des bassins versants, là où elle tombe finalement, et que ça s'accumule trop vite, faute d'une capacité de ces territoires à retenir l'eau. Et donc, en conséquence de ça, ce que je disais, donc sécheresse, au pluriel, hein, sécheresse agricole, sécheresse des sols, sécheresse hydrologique et sécheresse climatique, hein, les trois types de sécheresse, on va rentrer là-dedans, mais sont intimement liés et s'entretiennent les uns les autres. Et en particulier là, nous, où nous humains, on a le choix possible, l'interaction possible, c'est-à-dire au niveau des sols et de l'occupation des sols. Donc inondation, aussi trop d'eau, incendie sont aussi les conséquences d'une forme de sécheresse, d'un assèchement des écosystèmes. Et donc c'est aussi d'une certaine manière une conséquence de la rupture des cycles de l'eau territoriaux, on va dire. Et donc là, rapidement, la cause de la dégradation des cycles de l'eau, il y a plusieurs, mais comme je disais, dévégétalisation, évacuation de l'eau. Donc, les pratiques agricoles affectent lourdement la qualité des sols et leur capacité à stocker et gérer l'eau. Hein. Les pratiques agricoles pas de forcément que d'aujourd'hui, hein. Ça date de longue date, de plusieurs siècles. Les sols ont été dévégétalisés, cultivés, surpâturés, dégradés. Ça a entraîné des causes de désertification dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et nous, quelque part, depuis la mécanisation, là aussi, il y a une forme d'accélération de ces formes de dégradation des sols. Et là aussi, nous n'ont plus une capacité à gérer l'eau d'une certaine manière et d'une certaine manière, à la rendre disponible de façon efficiente. Et puis l'autre,
L'autre point, comme je disais, un paradigme généralisé de drainage et de l'évacuation de l'eau dans l'aménagement du territoire. Ça, c'est peut-être un peu plus nouveau, encore que ça fait de longue date qu'on draine les territoires pour gagner en surface de culture, pour gagner en surface habitable, pour faciliter l'usage des terres en général. Et ça s'est largement accéléré, évidemment, depuis là aussi les années 50-60 dans beaucoup d'endroits dans le monde, ce paradigme donc, d'évacuation de l'eau, à la fois en milieu urbain, hein, on appelle ces images-là de tuyaux, de grands tuyaux chargés d'eau marron. Vous constatez que l'eau n'est pas claire, elle est marron, donc il y a beaucoup de sédiments et probablement de nutriments qui filent avec cette eau. Et donc, ouais, et à la fois dans les paysages, dans les espaces territoriaux, les espaces agricoles en particulier, on a drainé, à la fois drainage de surface, hein, les fossés, et drainage souterrain. Globalement, on a organisé largement le territoire pour faciliter cette évacuation de l'eau. Donc, forcément, à terme, l'eau qui est en trop à un moment donné et donc qui a un problème, à un moment donné, elle va aussi manquer dans les sols, dans les territoires, dans les écosystèmes agricoles parce qu'on a organisé son évacuation et son évacuation seule. C'est-à-dire, là, par exemple, sur cette image, on voit un champ qui est l'installation de drainage agricole, de drainage enterré, donc par des tuyaux, et on voit qu'il y a un centre collecteur, un fossé collecteur ici, et que ce fossé collecteur, toute l'eau qui est issue de ce champ qui est en trop à un moment donné, eh ben, elle se retrouve directement dans le réseau hydrographique, dans le cours d'eau qui part par là, cours d'eau, ruisseau, rivière, et un retour rapide, trop rapide à la mer. Et à un moment donné, c'est de l'eau en moins dans les territoires. Elle pourrait être tamponnée ici, il pourrait y avoir des bassins de stockage, des bassins de tampons, des bassins d'infiltration à certaines zones, mais globalement, nos espaces agricoles sont aménagés comme ça, où il n'y a plus d'espace pour l'eau et ni pour l'eau, ni pour les arbres, on va le voir après. De la même manière, au niveau des cours d'eau, c'est le même principe, même logique. On a dans le fonctionnement naturel, un environnement l'expansion naturelle des cours d'eau. Et d'une manière générale, on a rectifié les cours d'eau, on a facilité l'accélération des cours d'eau, là aussi pour pouvoir cultiver, pour pouvoir habiter, sauf que conséquence aussi inondation, conséquence aussi assèchement des cours d'eau qui ne fonctionnent plus de manière naturelle avec des échanges eau de surface, eau de nappe, et qui garantirait aussi qu'il y ait moins d'assec durant les périodes d'étiage, durant l'été. Donc il y a une même logique, encore une fois, c'est pour dire que c'est une même logique territoriale qui est un peu à l'œuvre depuis des décennies et qui donc s'est caractérisée notamment par ce mouvement du remembrement ou du démembrement, selon comme on le voit depuis les années 50-60 en France et puis partout dans beaucoup d'endroits du monde. On a enlevé l'arbre et l'eau, arrachage de 750 000 km de haies, donc 50% des haies du territoire ont disparu dans cette période et ça continue encore à disparaître. Et assèchement de 1 million de mares, étangs, donc 30 à 40% des pièces d'eau, donc toutes ces petites zones d'eau qui garantissaient un fonctionnement hydrologique, on va dire, du territoire, à la fois en tamponnant les excès et en fournissant de l'eau lorsqu'il en manquait. Et donc là aussi, disparition de 50% de la surface des zones humides selon les sources. Et donc forcément, voilà, on est passé de territoires qui est comme ça à des territoires comme ça, où qui n'ont plus de place pour l'eau, pour l'arbre, et avec des sols qui globalement ont perdu en capacité à la fois agronomique, mais aussi à la fois en termes de gestion de l'eau. Voilà, avant de passer aux solutions, je rends la parole et j'arrête de partager. Merci Simon. Bah, tu nous as donné effectivement une bonne introduction sur ce phénomène finalement physique, mais aussi quelque part un peu biologique, puisque tu l'as dit, l'eau verte, c'est l'eau qui transite par le vivant, par le végétal, par les arbres, par les plantes. Donc c'est quelque chose d'universel finalement sur Terre, qui se produit partout sur Terre, à différentes échelles, plus ou moins locales, territoriales. Donc, Joanne, qui est avec nous et qui travaille sur le territoire de Montpellier, qui est une zone méditerranéenne, il nous l'a dit, il est un peu en première ligne aux avant-postes sur ces changements climatiques qui se produisent. Et tu nous as montré, Simon, qu'il y avait un lien très fort entre ces changements climatiques et ces perturbations du cycle de l'eau. Euh, c'est un peu comme une zone expérimentale finalement, Montpellier, pour ce qui nous attendrait du point de vue des changements climatiques sur d'autres zones en France. Est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu, Joanne, et de comment vous commencez finalement à
comment se tient en fait, comment on se situe du point de vue de la ressource eau dans ton territoire? Oui, merci Karine. Alors on peut passer peut-être à la slide 2. C'était pour illustrer juste à quoi ressemblait le territoire. Mais effectivement, donc on est effectivement entre les Cévennes et la mer Méditerranée. On a 500 000 habitants, 10 000 hectares à peu près de surface agricole, 25% en AB, c'est à peu près 500 agriculteurs, et on a essentiellement de la viticulture sur notre territoire. On a un climat on a à peu près la même quantité de précipitations d'eau annuelle que Paris, sauf qu'on a un régime de précipitation qui est vraiment différent puisque on reçoit essentiellement l'eau sur des journées précises, notamment lors d'épisodes cévenols en grosse quantité. Euh, et on a grosso modo, depuis une vingtaine d'années, des observations de 1,5 degré à peu près d'augmentation en température. Donc clairement, aujourd'hui, des signaux forts de réchauffement, d'aridification des sols, à la fois sur des aléas climatiques qui peuvent être très courts, comme par exemple 44 degrés en juin 2019, qui ont eu pour effet, en fait, sur la vigne, par exemple, des pieds entiers qui ont été décimés. Et puis aussi des aléas climatiques plus longs, comme l'an dernier, où on a eu un déficit hydrique, puisque sur normalement les 700 mm qu'on reçoit, on n'en a reçu que 261, donc avec des effets catastrophiques pour l'agriculture et les rendements. Et pareil en hiver, hein, où du coup on a effectivement des jours de gel qui sont moindres que d'autres années, et donc le repos végétatif qui ne se fait pas, et donc ça crée aussi des problématiques très fortes de reprise végétale, etc. On a aussi des jours de pluie efficaces qui diminuent. Alors, la pluie efficace, en fait, c'est entre 10 millimètres et 40 millimètres d'eau, en fait, à peu près, un millimètre d'eau. C'est-à-dire que, en fait, ça suffit pas pour recharger les nappes et atteindre les racines de certains végétaux pour qu'ils puissent pousser bien correctement. Et puis, au-dessus, en fait, de 40 millimètres, en fait, on est vraiment sur des sols qui sont déjà saturés en eau, et du coup du lessivage et donc de l'eau qui ne profite pas à la culture. Donc on a ce nombre de jours de pluie dite efficace, en fait, qui diminue d'année en année. Et sur le territoire, le réchauffement climatique, on y est confronté depuis un certain nombre d'années. En tout cas, le climat méditerranéen fait qu'on a pensé depuis plus de 50 ans à s'adapter. Alors, pas forcément toujours comme on pourrait le penser aujourd'hui, mais il y a 50 ans, par exemple, comme vous pouvez le voir sur la carte, on a détourné l'eau du Rhône, en fait, via un réseau hydraulique, et qui est venu irriguer une bonne partie de Montpellier, dont l'objectif était à terme d'arriver jusqu'à Barcelone. Le projet ne va pas aller jusque-là, mais il est relancé en ce moment pour aller jusque dans les Pyrénées-Orientales. Et donc l'objectif était vraiment d'irriguer toute cette plaine languedocienne avec de l'eau du Rhône. Et donc on a une ressource exogène qui arrive sur le territoire, une ressource en eau. Donc on importe de l'eau pour irriguer une bonne partie des cultures qui sont la viticulture et l'arboriculture notamment. Et sur notre territoire, beaucoup de masses d'eau essentiellement souterraines, qu'on dit karstiques. Ce sont des nappes d'eau qui sont invisibles qu'on protège énormément, puisqu'elles servent notamment pour l'alimentation en eau potable. Et donc, on a l'habitude de dire que d'ailleurs, nos agriculteurs qui se trouvent à la surface de ces zones sont aussi des producteurs d'eau potable, puisque les pratiques agricoles qu'ils ont, en fait, conditionnent la qualité de l'eau, en fait. Donc, il y a à la fois des enjeux purement quantitatifs de ressources en eau, avec un déficit hydrique important et des ressources exogènes qui ont créé une agriculture qui est dépendante, en fait, aujourd'hui de cet import d'eau du Rhône. Et puis, des enjeux aussi qualitatifs, hein, de distribuer et d'avoir une eau qui ne soit pas polluée par des polluants chimiques d'origine agricole ou non agricole, d'ailleurs. Donc pas mal d'enjeux. Cet enjeu, en fait, finalement, quand même d'apport d'eau exogène, j'aimerais y revenir parce que ça a apparu une bonne solution il y a une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ça a créé des conditions de vulnérabilité aussi accrues à long terme, en fait. Si à court terme, ça permet de résoudre des problèmes d'eau, etc.,
Ça anesthésie aussi un peu toute réflexion qui pourrait se faire sur justement les alternatives qu'on pourrait trouver, plus agroécologiques, plus paysagères. On verra avec Simon tout à l'heure. Mais du coup, voilà, c'est des solutions qui sont un peu court-termistes parce qu'on importe de l'eau pour irriguer des cultures que très souvent on exporte en fait. Donc en réalité, on fait de l'import d'eau et finalement on fait de l'export d'eau via ces cultures, de l'eau virtuelle en fait, puisque c'est pas le liquide dont on parle, mais en fait, en réalité, les produits agricoles, on a utilisé cette eau d'irrigation et en fait, ils ne servent pas à l'alimentation du territoire. D'où l'intérêt aussi de lier ces deux enjeux, eau et agriculture, aussi pour travailler sur la résilience alimentaire d'un territoire, le lier à un projet d'alimentation en contexte de changement climatique. Donc voilà, on a ces différents enjeux sur notre territoire. Et voilà, j'en ai fini pour mon côté. Merci Johan. Ben, je pense qu'effectivement, on a une zone qui est un petit peu à l'avant-garde, malheureusement, peut-être sur les changements climatiques et les perturbations des cycles de l'eau, et que peut-être dans d'autres régions de France, en tout cas moi étant basée dans le Lot-et-Garonne, on commence à voir ces prémices-là, on commence à avoir des résultats similaires sur les impacts, sur les conséquences. Et donc c'est hyper intéressant de voir comment, à l'échelle de ce territoire, bah, vous vous adressez à ces différents enjeux. Vous avez pris de l'avance, messieurs, sur l'agriculture, et c'est normal parce que c'est notre sujet. Vous avez commencé un petit peu à en parler. Donc, l'agriculture, on a besoin d'eau, évidemment. C'est une clé de fertilité essentielle pour la production agricole. En même temps, ça cause certaines problématiques. C'est en même temps aussi, enfin, il y a des jeux de causes et conséquences en fait sur des problématiques d'eau et agricoles. Si on parle en termes de consommation, en tout cas, de cette eau douce dont on a parlé, donc c'est-à-dire, quand on parle de consommation, c'est l'eau qui est prélevée et qui est non restituée directement, en tout cas, dans le milieu. Eh bien, l'agriculture est la première activité consommatrice d'eau. Donc, je reprends les chiffres que j'ai trouvés, donc, qui sont publiés par le gouvernement. Donc, 57% pardon, de la consommation d'eau provient de l'agriculture, suivi par l'eau potable, 26%, le refroidissement des centrales électriques, 12%, et les usages industriels, 5%. Donc, on voit qu'il y a quand même une majorité qui est consommée par l'agriculture. On comprend que ce besoin semble s'accroître. Donc, tu as déjà commencé à en parler un petit peu, Joanne, dans ton intervention pour l'agriculture. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu, donc tu as parlé de vignes, etc., qui étaient très présentes dans ton territoire, les besoins agricoles aujourd'hui dans ton territoire, que sont-ils? Est-ce qu'ils sont en augmentation? Quelles sont un petit peu les difficultés? Tu as commencé un petit peu à l'aborder. Et comment justement se positionne la collectivité pour essayer de s'adapter et d'atténuer aussi peut-être certaines conséquences. Oui, tout à fait. Du coup, effectivement, on a une demande en irrigation, nous, qui a été multipliée par 4 en 10 ans en viticulture. Et c'est la viticulture aujourd'hui, c'est la culture en plus forte croissance de demande justement de cette eau d'irrigation. Et donc, les agriculteurs aujourd'hui, quand ils viennent vers nous en tant que collectivité, c'est pour venir chercher des soutiens publics, notamment pour étendre le réseau dont j'ai parlé d'irrigation, parce qu'ils veulent maintenir les cultures actuelles. Et eux, ce qu'ils souhaitent, et c'est tout à fait logique en tant qu'acteur économique, c'est sécuriser la perte de rendement par rapport à l'apport en irrigation, en fait. Et notamment, du coup, par rapport à ce réchauffement climatique, se dire, ben, voilà, en cas de réchauffement climatique, on enclenche l'irrigation, qui est essentiellement en viticulture en goutte à goutte. Et du coup, ça permet de sécuriser, nous, les rendements et d'avoir des rendements stables sur plusieurs années. Et nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est OK, mais sous certaines conditions, en fait, de diversification des productions et d'adhésion à des actions agroécologiques adaptatives, on y reviendra après, et sur les endroits où ce n'est pas possible en fait d'étendre le réseau, du coup d'accompagner des agriculteurs à la diversification sur des filières en sec avec des débouchés identifiés, donc c'est-à-dire avec des cultures, des nouvelles cultures plus adaptées, parce que finalement les cultures qui sont gourmandes en eau aujourd'hui, c'est très de façon voilà, très profitable, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'amener en fait ces agriculteurs du territoire
qui voient de l'eau en fait plutôt facile, qui arrive par notamment le canal BRL, Baron de Languedoc, et, et donc le réseau hydraulique régional, en les questionnant et en se questionnant un petit peu sur sur l'avenir. Parce que si c'est des solutions effectivement à court terme, ça fait un peu illusion, puisqu'on améliore la profitabilité en fait de ces exploitations viticoles quelques années avec une augmentation du rendement. Mais en réalité, à long terme, ça nous empêche de réfléchir aussi à des solutions d'adaptation. On le voit en Espagne, en fait, ou dans la région de la Mancha notamment. L'irrigation, donc les viticulteurs ont connu des grosses périodes de déficit hydrique et ils se sont dit pour améliorer le rendement, on va piocher dans les nappes souterraines. Et en fait, du coup, ils ont eu de l'eau, ils ont eu une augmentation de rendement à très court terme. Et puis finalement, ça les a empêchés de réfléchir, dès qu'ils ont eu accès à l'irrigation, à réfléchir à planter des nouveaux cépages plus résistants à la sécheresse, de réfléchir à des nouvelles pratiques. Et aujourd'hui, ils se retrouvent sans eau, puisque la masse d'eau souterraine est complètement à sec. Donc, compliqué, puisque là, pour le coup, l'adaptation est est beaucoup plus complexe qu'il y a quelques années si on avait anticipé ça, quoi. Donc, en fait, on est, par exemple, sur la viticulture, en tout cas sur une culture méditerranéenne, mais on peut en parler pour à peu près toutes les cultures, c'est-à-dire à chaque fois de bien voir quelle est l'adaptation en fait, des cultures au contexte climatique, que ce soit le maïs, par exemple, qui est une culture tropicale. Voilà. Et sur la vigne, c'est une culture méditerranéenne qui n'a pas forcément besoin d'eau, même on améliore parfois la qualité justement sur les périodes sèches. Les grands millésimes se font sur les périodes sèches. Mais il faut voir après tout l'aspect effectivement rendement et marché. En fait. Il y a des viticulteurs aujourd'hui qui se sortent très bien en fait, en n'irriguant pas. Et aujourd'hui, ceux qui en ont besoin, c'est se re-questionner sur le marché, les rendements économiques, etc. de leur filière. Voilà. Donc en tout cas, nous, l'idée, c'est plutôt de connecter en fait ce besoin d'eau d'irrigation à un projet alimentaire territorial en ayant une vision d'adaptation un peu planifiée liée à notre prospective. Qu'est-ce qu'on veut voir demain sur le territoire poussé, voilà. Et panaché avec des actions agroécologiques qu'on va peut-être voir avec Simon. Voilà. Merci Joanne. Donc on comprend effectivement qu'il y a des éléments qui sont plus court terme et d'autres long terme, qu'il faut savoir dissocier et se projeter un petit peu aussi dans une démarche un peu globale, un peu systémique, un peu territoire, pour pouvoir traiter ces sujets-là qui sont très complexes. Simon, tu avais commencé dans ton introduction aussi à parler un petit peu des causes aussi et du fait que au niveau du territoire, l'agriculture malheureusement, elle est victime de ces dysfonctionnements du cycle de l'eau, de ces perturbations qui se produisent, mais elle a aussi effectivement un rôle à jouer en tant qu'acteur hyper important du territoire, structurant pour les paysages, avec une intensification qui peut avoir un rôle dans la perturbation de ce fonctionnement. Alors maintenant, parlons un petit peu des solutions. On a fait un petit peu ces différents constats avec des exemples. Parlons un petit peu des solutions. Euh, Quelles sont-elles? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer? C'est un peu comme une logique de changement climatique finalement. Il y a à la fois de l'atténuation et de l'adaptation. Et je pense que pour l'eau, c'est un petit peu pareil. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les solutions? Est-ce que tu as des exemples à nous donner, des exemples d'actions qu'on pourrait appliquer en agriculture pour pouvoir Ouais, s'adapter et peut-être même l'atténuer? oui, oui, effectivement. Alors, pareil, je vais reprendre un peu mon déroulé. Et alors, rien de miraculeux et de nouveau en soi dans ce que je vais présenter. Effectivement, Joanne a parlé des changements de filière, de l'adaptation des changements de filière et de soutien en termes économiques. Et donc, en effet, hein, là, on a la frontière entre agriculteur à la parcelle et territoire. Et c'est là, quelque part, tout l'enjeu, notamment par rapport à ces enjeux cycle de l'eau, parce que quelque part, la ressource, elle est là. Et en effet, hein, aller prendre l'eau à l'extérieur, c'est du court terme, c'est une vision court terme. Et il y a un besoin fort et de changer, on va dire, et d'avoir des solutions structurantes pour le long terme à l'échelle des territoires. Et l'échelle des territoires, c'est une multitude d'agriculteurs, entre autres. Donc effectivement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, inverser la tendance, point d'interrogation,
faire l'inverse, quelque part, c'est bête, mais faire l'inverse de ce qui a été mis en œuvre, quelque part, dégradation des sols, disparition des arbres, accélération, évacuation de l'eau, donc c'est un triptyque, quelque part, eau, sol, arbre, qui doit être une base structurante, hein, selon le mix agroécologique dont parlait Johan, quelque part, il est là et il doit être vraiment structurant par rapport à toutes les autres, par rapport à toutes les autres solutions. Oui, Donc, si on prend notre eau bleue, eau verte, donc l'enjeu du cycle de l'eau bleue, c'est de ralentir, d'infiltrer, ralentir oui, cette circulation de l'eau et de l'eau verte, donc là, les cycles courts de l'eau, donc de densifier la végétation à l'échelle des territoires et à l'échelle des parcelles agricoles pour là aussi réactiver ces cycles de l'eau. Et donc, effectivement, un triptyque, là, il y a un peu de texte, là, c'est le seul diapo, il y a un peu de texte. Donc, eau, hydrologie, donc ça, il faut penser, on va dire, les trois ensemble, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait quand on est en action de conception, d'aménagement, de conseil, c'est se penser tout à la fois pour qu'il y ait vraiment des leviers efficients. Donc, eau, hydrologie, prise en compte des chemins naturels et artificiels de l'eau, l'aménagement global des sites et bassins versants, priorisant la gestion de l'eau et tous les aménagements, implantation et gestion, favorisant ralentissement, infiltration et stockage d'eau, création et maintien de zones humides ou semi-humides et recharge passive des aquifères, c'est l'enjeu. Et sol, agronomie, évidemment, l'autre grand levier, un sol vivant et couvert le plus possible, riche en matière organique, est la clé pour une gestion de l'eau à court terme en réduisant drastiquement tous les phénomènes de ruissellement, stockant l'eau dans tous les éléments biologiques, favorisant l'infiltration et la résilience hydrique pour toute végétation, cultivée ou non. D'ailleurs, on ne parle pas finalement que de l'espace agricole, mais bien de tout ce qui entoure et un agro-écosystème. Et puis, l'autre clé, évidemment, arbres et pérennes, agroforesterie. Les arbres sont la clé pour la gestion de l'eau sur le long terme en favorisant évapotranspiration, condensation et petits cycles de l'eau, créant des microclimats frais et humides, infiltrant l'eau en profondeur et ou la remontant en surface, développant le réseau mycorhizien et la vie biologique du sol. Donc là, c'est vraiment prendre conscience que c'est pas juste une question de flux et d'amener de l'eau, c'est vraiment l'eau qui se cultive, la ressource en eau qui n'est pas une ressource finie, comme le serait le pétrole ou d'autres. Là, c'est pas une ressource finie, c'est vraiment une ressource qu'on peut améliorer, qu'on peut cultiver, entre guillemets, hein, et littéralement, c'est-à-dire réaugmenter en termes de quantité et de qualité sur le territoire. Donc là, on parle vraiment un peu de vision un peu macro, mais concrètement, c'est ce qui se passe doit être vu en tout cas sur toutes les parcellaires agricoles. Donc là, rapidement, un sol, tout ce qui est, voir le triptyque rapidement, sol à eau. Donc 1% de matière organique dans 15 cm de sol par hectare, c'est 250 mètres cubes d'eau par hectare. Donc effectivement, l'enjeu par rapport à l'eau, il est dans les sols et il est là, il est de faire en sorte que chaque goutte d'eau qui tombe, elle reste là où elle tombe et qu'elle soit stockée quand on parle de stockage, on parle certes de pouvoir de stocker l'eau bleue, l'eau des flux, mais aussi d'abord de pouvoir stocker l'eau dans les sols. Donc, c'est un enjeu majeur d'accompagner la transition agroécologique pour tous les agriculteurs autour d'agronomie et des pratiques agricoles. Et donc, voilà, tout ce qui va dans le sens de l'agriculture de conservation, culture sur sol vivant, enherbement et couverts végétaux en culture pérenne, notamment en vigne et en arboriculture. Et puis là aussi, le pâturage, les animaux, une gestion holistique du pâturage tournant dynamique, qui sont aussi des leviers, peut-être dans certains endroits, des leviers majeurs de retour de fertilité par une bonne gestion des herbivores, du pâturage en général. Voilà, c'est cet ensemble qui doit être accompagné. Ça se fait déjà, il y a largement, c'est pas nouveau en soi, il y a largement beaucoup d'acteurs qui ont de l'expérience et qui accompagnent déjà ça, mais encore une fois, il y a un enjeu territorial et collectif et des collectivités à soutenir ça pour les agriculteurs. Johan, on a touché un mot. Et donc, effectivement, arbre, comme je disais, le rôle de l'arbre dans les cycles de l'eau, ça sera vraiment pour le long terme, hein. On a enlevé des arbres, il faut en remettre dans nos agro-écosystèmes à différents endroits pour plein de bonnes raisons. Euh, des raisons microclimatiques, des raisons de brise-vent, des raisons qui sont toutes en lien avec l'eau en particulier, mais aussi avec l'eau des microclimats, mais aussi avec l'eau à l'échelle du territoire
parce que voilà, quelques images, quelques exemples, des paysages qui sont multi-étagés et pas juste des monocultures de vignes, de maïs ou autres, mais qui sont multi-étagés, multi-stratifiés, des formes de bocage, entre guillemets. Et ben, ce sont aussi des paysages qui ont des actions sur le microclimat et le macroclimat, le climat d'un territoire, notamment en termes de courant en particulier, mais aussi de transpiration, de condensation. Et donc, pour bien comprendre que chaque collectivité, chaque territoire doit avoir une vision de redensifier son maillage agroforestier comme une stratégie de gestion de l'eau et de résilience hydrique sur son territoire sur le long terme. Remettre des arbres et des systèmes là aussi plus multi-étagés, hein, pas seulement une seule couche ou des seules strates arborées de grande hauteur, quoi. Là aussi, le multi-étagé est essentiel parce qu'il y a de l'eau qui circule, de l'eau qu'on ne voit pas, de l'eau qui ne se mesure pas dans les pluviomètres ou autres, mais de l'eau qui circule à la fois dans ces systèmes multi-étagés, notamment avec certaines plantes, du lierre ou des arbres de sous-étage, et qui sont en connexion avec les arbres, les racines, les mycorhizes en particulier, alors j'en ai évoqué tout doucement, et se recréer cette trame mycorhizienne, ce qui est la ressource, une des facteurs de ressources en eau pour les systèmes agricoles et pour les territoires en général, tout ce réseau mycorhizien. Donc, c'est en lien avec la vie du sol, mais c'est aussi en lien avec justement les arbres en particulier qui, eux, sont les supports pour cette trame mycorhizienne d'un espace agricole et des territoires en général. Je vais un peu vite, mais voilà, il y a de quoi rentrer dans chaque sujet. Donc, effectivement, l'agroforesterie, remettre les arbres dans les parcellaires, remettre les arbres autour des parcellaires. Donc, dans les parcellaires, c'est voilà, tout ce qui est agroforesterie, culture multi-étagée, donc l'agroforesterie intraparcellaire, comme on dit. Et puis, autour des parcelles, c'est tout ce qui est, et évidemment, cette trame bocagère, ce remaillage bocager pour toutes les bonnes raisons. Évidemment, si on sort de l'aspect agricole, on parle aussi de gestion forestière raisonnée, voire reforestation dans certains cas. Là aussi, c'est une clé. Et puis, les systèmes agro-silvo-pastoraux, remettre les arbres dans les élevages, remettre les arbres avec les animaux. Là aussi, c'est une clé d'adaptation et, comme je disais, de remaillage agroforestier. Et puis, pour passer, en l'occurrence, une image de la FAF, l'Association française d'agroforesterie, passer de territoires qui ressemblent à ça à des territoires qui ressemblent à ça, avec des sols couverts, des arbres et d'une gestion de l'eau qui est ralentie et qui s'arrête là où elle tombe et qui s'infiltre là où elle tombe. Et pour terminer sur l'eau, donc là, on a vu rapidement les problématiques. Je vais passer entre l'eau qui, on est en contexte viticole là sur cet exemple, des sols qui ne sont pas couverts, l'eau qui s'évacue trop vite, des rangs qui sont implantés en ligne droite, pas de prise en compte du relief, donc forcément tôt ou tard, l'eau s'écoule trop vite, des emprises de parcelles qui occupent un maximum d'espace, laissant des fossés périphériques réduits à une dimension minimale dont le seul but est d'évacuer l'eau hors du site. Et puis donc voilà, globalement, un paysage qui ne retient pas, qui ne retient pas l'eau et qui favorise son accélération. Donc on fait l'inverse, c'est-à-dire là, on pense dans l'aménagement ou le réaménagement ou le remembrement des parcellaires agricoles, ralentir, répartir, infiltrer, stocker toute l'eau de précipitation à l'échelle de la parcelle, de la ferme, du bassin versant. C'est l'enjeu donc d'hydrologie régénérative, c'est-à-dire justement réaménager les cycles de l'eau, enfin la gestion de l'eau en fonction d'une manière régénérative pour les cycles de l'eau. Et je vais juste conclure sur ces deux diapos-là. Triptyque pour la gestion et la régénération des cycles de l'eau. Mon triptyque eau, sol, arbre, là, pourquoi c'est important de le penser tout ensemble et dans l'immédiat, parce que à partir du moment où on fait un aménagement qui retient l'eau, parce qu'on on fait un fossé sur courbe de niveau, on implante un bassin d'infiltration, et ben, dès la première pluie, il y aura un effet hydrologique qui va se passer. Donc, on va avoir une action très court terme à partir du moment où on fait des aménagements hydrologiques dans les espaces agricoles pour gérer l'eau. Par contre, sur le long terme, les mares, les fossés, les bassins, tout ça, ils ne vont pas stocker plus d'eau, ils vont peut-être même avoir tendance à se combler et c'est OK. Par contre, on les implante, on les pense pour le court terme. En ce qui concerne le sol, très rapidement, dès qu'on passe d'un sol nu à un sol couvert avec des couverts végétaux, des engrais verts, très vite,
on a des effets sur le ruissellement, moins de ruissellement, moins d'érosion. On a des effets assez rapides sur le cycle de l'eau aux premières pluies et qui vont aller en augmentant parce que justement, à force de pratiques vertueuses, on a plus de matière organique, plus d'infiltration, plus de racines qui pénètrent, donc une augmentation, une amélioration de la fonctionnalité du sol et de l'effet hydrologique global. Et enfin, pour les arbres, d'où l'importance de planter des haies, mais ce n'est pas pour tout de suite, hein. Des fois, on entend il y a des inondations dans le Nord-Pas-de-Calais, il faut remettre des haies, sauf que voilà, si on plante des haies d'une année sur l'autre, à conditions similaires, il y aura les mêmes inondations l'année suivante parce que les arbres n'ont pas eux-mêmes la capacité de faire obstacle au flux d'eau. Donc, il faut les coupler justement à des ouvrages qui gèrent l'eau et des pratiques agricoles qui retiennent l'eau. Et par contre, sur le long terme, à 10-15 ans, c'est là que les arbres prennent le relais aussi en termes d'infiltration, en termes d'évapotranspiration. On l'a vu juste avant sur les effets de l'arbre. Donc, d'où penser tout à la fois pour avoir une action court terme et long terme. Et je termine aussi sur celle-là à propos on va dire d'adaptation court terme, long terme. Cette vision donc, qui nous sert d'outil, on va dire, pour penser et concevoir les espaces agricoles. L'échelle de permanence donc, de Yeomans, je ne vais pas rentrer dans le détail d'où ça vient, mais par contre, c'est de dire penser les différents éléments d'un paysage agricole, d'un espace agricole, d'un agroécosystème, et bien comprendre que, en termes d'impact sur la résilience globale de l'écosystème, tous n'ont pas les mêmes effets. Donc, Yoann mentionnait justement, quand on fait venir l'irrigation, bah, du coup, on ne s'occupe pas trop des autres éléments et c'est bien le problème. Si on travaille sur tout ce qui est notamment eau, relief, topographie, comment faire en sorte que les flux d'eau restent là où ils tombent, sur les arbres et les couverts forestiers. Donc ça, c'est des choses qui sont plus structurantes à l'échelle de l'écosystème, donc qui sont plus lourdes à implanter et qui sont plus durables dans le temps. Pareil, tout ce qui est couvre-sol et engrais verts, globalement, on est dans des logiques de régénération, donc on travaille sur le long terme, on va dire. Et à l'inverse, entre guillemets, tout ce qui est autour du sol, de la fertilité, donc juste venir rajouter des fertilisants, même bio, de faire de la semence et sélection variétale. Oui, c'est important effectivement de passer de semences qui sont gourmandes en eau à des semences qui sont plus adaptées, plus adaptées. Mais par contre, on va dire en termes d'impact global sur l'agroécosystème et sur l'écosystème, le passer de maïs au sorgho, par exemple, c'est pas ça qui va avoir un effet sur l'écosystème général. Donc, ça permet de s'adapter aux conditions, mais ça ne permet pas de transformer, d'avoir une action bénéfique, positive sur l'écosystème. Et évidemment, les systèmes d'irrigation, dans tout ça, on est dans des logiques d'adaptation. On s'adapte, adaptation versus régénération, on va dire court terme versus long terme. On est, voilà, système d'irrigation, c'est là aussi, hein, on ne dit pas que c'est pas important, évidemment c'est important, mais bien comprendre que là on met l'énergie, les moyens, on va jouer soit sur l'adaptation à court terme, soit sur l'adaptation à long terme, et les systèmes d'irrigation, même en passant en système en goutte à goutte, en système plus économe en eau, encore une fois, c'est important, mais ça n'aura pas une action structurante sur la résilience de l'agroécosystème sur le long terme. Et évidemment, encore moins quand on va chercher de l'eau dans une autre région pour la mettre sur son système. Voilà, j'étais un peu un peu global, mais je ne sais pas si tu veux qu'on voit quelques ouvrages hydrologiques rapidement, peut-être pour illustrer un petit peu mon propos qui était un peu Ou alors théorique. peut-être qu'on pourra en parler un petit peu à la On va fin parler. pour illustrer concrètement ce qui a pu se faire dans Voilà, les je vous montre territoires, quelques images et puis si besoin, on pourra revenir après dessus. pour donner des belles images de fin. Voilà, Mais en tout cas, des images merci beaucoup. comment on pense, on réfléchit sur notamment, là en particulier sur l'aspect gestion de l'eau. Encore une fois, c'est hop là. Encore une fois, ça se pense sur un ensemble eau, sol, arbre et pas seulement sur l'un ou l'autre. Merci beaucoup, Simon. Bah, tu nous as donné un bel aperçu effectivement de ce que pouvait produire l'agriculture pour pouvoir et que effectivement tu nous as confirmé que l'agriculture avait un vrai rôle de régénération pour réutiliser ton terme sur les cycles de l'eau.
Donc ça, c'est une grande source d'espoir parce qu'effectivement, cette agriculture qui est la première victime de ce dysfonctionnement du cycle de l'eau et même des cycles de l'eau, j'ai envie de dire, qui se déroulent sur ces différentes échelles de territoire, elle en apporte aussi, elle en est aussi un petit peu la cause, on l'a vu en introduction, mais elle en apporte potentiellement aussi beaucoup de solutions. Mm. Elle peut s'adapter et aussi elle peut atténuer les effets, elle peut régénérer ces cycles de l'eau. Et donc ça, tous ces exemples que tu as pu nous donner, c'est quand même assez formidable comme solution, on va dire, d'approche technique pour pouvoir restaurer ces cycles-là et pouvoir s'adapter et durablement perdurer. Donc, il y a des solutions, on va dire, un petit peu techniques, entre guillemets, que tu as apportées. Mais il y a peut-être d'autres stratégies et Joanne, tu pourrais peut-être un petit peu nous en parler. Il y a différentes échelles de temps, court terme, long terme, au niveau technique, au niveau stratégie. Est-ce que tu peux nous parler de ce que vous mettez en place? Est-ce que vous testez un petit peu? On va parler plus d'expérimentation et de test, hein, parce que c'est des phénomènes qui se déroulent voilà, sur des échelles différentes et sur des échelles de temps aussi, géographiques et de temps différents. Et vous êtes un petit peu en exploration sur ces thèmes-là. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, exploration, c'est le bon mot parce que comme on ne sait pas grand-chose de ce qui va advenir climatiquement, hein, par exemple, cette année, quand tout le reste de la France a eu beaucoup d'eau, bah, nous, on a eu une super année agricole. Donc, en fait, effectivement, on teste des choses modestement et on essaie de voir ce qui se passe à plusieurs échelles. Et en fait, c'est le panachage de ces différentes actions à plusieurs échelles parce qu'il n'y a pas de recette miraculeuse, on ne l'a pas encore trouvée et on essaie de faire cette approche un peu holistique à la fois à l'échelle de la pratique de la parcelle, du micro-parcellaire, de l'îlot parcellaire et sur l'aspect technique, comme l'a montré Simon, en fait, sur des aménagements, mais aussi à l'échelle du système d'exploitation avec des investissements, à l'échelle du collectif agricole. Et ce que je vais vous présenter, c'est plutôt à l'échelle effectivement des filières. C'est-à-dire que quand on va avoir un producteur et qu'on lui dit, bon, mais il faut planter une nouvelle espèce parce que celle-ci n'est pas adaptée, bah, il nous dit bah, OK, mais nous, il nous faut un marché, il nous faut des débouchés, il nous faut des prix rémunérateurs, etc. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas uniquement, en tant que collectivité, dire il faut planter autre chose, quoi. Il faut les accompagner toute la chaîne de valeur d'une filière jusqu'au débouché éventuel. Donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé non plus pas coproduction adaptée, mais vraiment aux filières adaptées. Euh, j'ai utilisé le terme pour chacune de ces échelles-là d'action sans regret. C'est-à-dire que ces différentes actions qu'on active à plusieurs échelles, hein, aujourd'hui, c'est des actions pour lesquelles en fait, on ne connaît pas vraiment les résultats, toujours, ils ne sont pas forcément prouvés scientifiquement, hein, etc. Donc, en fait, ce qu'on a tendance à dire, c'est que de toute façon, ce sont des actions qu'on ne regrettera pas parce que, en fait, elles remplissent par ailleurs d'autres fonctions bénéfiques. Quand on plante des haies sur une parcelle précise, ça peut marcher pour 90% des agriculteurs et pour un, ça peut ne pas fonctionner pour des questions voilà, de microclimat, etc., qui ne fonctionnent pas, j'en sais rien. Mais par contre, ça aura des effets bénéfiques sur la biodiversité et sur des ravageurs de culture, etc. Donc, en fait, c'est aussi cette notion-là qu'on essaie d'approcher avec les agriculteurs, c'est de tester des choses et de voir ce qui fonctionne. Et de toute façon, quand on améliore son sol, on améliorera d'autres choses, la vie bactérienne, etc. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et effectivement, sur l'approche filière, peut-être juste la seconde slide. Nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est, on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Ouais, merci. Nous, ce qu'on souhaite, c'est maintenir une agriculture productive sur le territoire, rémunératrice, tout en préservant l'eau et en s'adaptant au climat. Euh, donc, il y a quand même cette finalité de préserver la ressource en eau d'un point de vue qualitatif et quantitatif, d'encourager la résilience alimentaire avec des circuits courts, de ne pas forcément exporter aujourd'hui des produits qu'on a produits avec notre eau localement, mais essayer de faire en sorte que ces produits bénéficient à notre plan alimentaire territorial et d'accompagner cette adaptation au changement climatique. Donc, on a eu l'idée de développer des filières de diversification, parce qu'on a essentiellement un territoire viticole, des filières qu'on appelle BNI, bas niveau d'impact,
qui permet effectivement, avec ces nouvelles productions et ces filières, d'intégrer la préservation de la ressource en eau dans le modèle économique de la filière dès le départ, pour assurer une durabilité de l'engagement en fait, des agriculteurs. Donc ça sous-entend qu'on lève tout un tas, qu'on active tout un tas de leviers en fait. Donc il a fallu qu'on identifie des nouvelles cultures plus adaptées et qu'on analyse l'adaptation agroclimatique, mais aussi économique, voir s'il y avait des débouchés, et puis technico-sociale, la capacité qu'ont les agriculteurs à adopter ces nouvelles cultures vis-à-vis notamment du machinisme agricole, etc., du temps de travail. Il a fallu qu'on construise aussi la chaîne de valeur de cette filière, c'est-à-dire mobiliser aussi, les produits en général ne sortent pas du bord de champ pour arriver dans l'assiette. Il y a des acteurs de la transformation qui sont là, et on a eu besoin aussi de remobiliser les transformateurs, de remobiliser des outils de transformation sur le territoire, de construire des relations entre ces acteurs qui parfois ne se connaissent pas en fait. Quand on est sur des filières longues, en fait, un producteur ne connaît pas forcément son acheteur et ni son transformateur. Construire des références agronomiques et des modèles de filière, ça c'est extrêmement complexe parce que finalement, aujourd'hui, les références agronomiques, et ben, quand on n'a pas des années qui se suivent et se ressemblent, en fait, c'est très compliqué de dire une année sur l'autre, il faut semer telle ou telle variété ou telle espèce parce que l'année prochaine, on va avoir tel ou tel climat. Donc, assez complexe de faire ça. Donc, ça prend un certain temps avec les organismes agricoles notamment. On propose aussi un accompagnement technique aux agriculteurs, un financement aussi à l'hectare sur la prise de risque, parce qu'à un moment donné, quand on choisit en fait d'arrêter de cultiver une culture qui fonctionnait dans un système classique, etc., de passer à une autre culture, il y a une prise de risque en fait quand même importante. Donc on décide d'accompagner les agriculteurs vers ces nouvelles cultures. D'accompagner l'investissement dans des outils aussi, des nouveaux outils de transformation. Et puis très important, l'axe, c'est de susciter l'intérêt des marchés, quoi. Alors nous, on a un super levier, les collectivités, c'est les cantines scolaires, mais on ne construit pas, même si on a 17 000 repas par jour, on ne construit pas toute une filière aujourd'hui agricole sur uniquement de la restauration collective. Donc c'est un premier levier, effectivement, ça nous permet de planter une vingtaine d'hectares, mais il faut aller un peu plus loin, et le passage à l'échelle nécessite effectivement d'aller voir après d'autres débouchés comme la distribution, etc. On peut passer juste à la slide suivante. Voilà, alors ça c'est la sélection. Comment on a choisi, enfin les deux cultures qu'on a choisies effectivement sur le territoire d'explorer, c'est les légumes secs et les céréales rustiques. Donc les légumes secs, c'est les légumineuses, donc pois chiches, lentilles, on a choisi, et les céréales rustiques, on a choisi le petit épeautre. Et donc, c'est les deux qu'on a choisis parce qu'ils répondaient en fait à notre scoring environnemental, économique, etc. C'est celui qui avait la meilleure note. En gros, on voit sur le schéma avec résilience climatique et résilience alimentaire. Ce sont finalement les cultures qui ne nécessitent pas d'eau, qui peuvent être cultivées en sec et qui ont la capacité aussi à avoir une alimentation saine, c'est-à-dire avec un rapport nutritif qui est plutôt important en fait. Voilà. Par exemple, on a choisi de ne pas développer la truffe. Voilà, sur l'aspect résilience alimentaire, c'est pas génial. Et puis climatique, elle demande d'être irriguée, quoi. Voilà. Donc on a aussi exploré les superfruits, les amandiers, par exemple. Donc les superfruits, c'est un peu tout ce qui est kaki, notamment, grenade, etc. Ça nécessite quand même les 5 premières années une irrigation. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas classé en haut à droite du diagramme, mais vraiment au centre, en disant ça peut être intéressant de l'explorer, mais ça ne répond pas à ceux qui n'ont pas du coup d'irrigation sur la parcelle. Donc voilà, on a exploré un tas de cultures comme ça, et il y a un travail qui est fait dans les autres collectivités sur ce principe-là, et dans les Pyrénées-Orientales, ils réfléchissent aux agrumes, aux amandiers, aux pistachiers, etc. Donc voilà, il y a un processus en cours aujourd'hui de diversification de nos territoires vis-à-vis de l'adaptation à ces enjeux-là. On peut passer peut-être à la slide suivante. Et juste tout au long finalement de la chaîne de valeur d'une filière, on s'aperçoit qu'il y a des effets bénéfiques. Aujourd'hui, en cultivant lentilles, pois chiches et petits épeautres et blé, qui d'ailleurs peuvent rentrer en rotation culturelle, c'est des cultures qui ne nécessitent pas beaucoup d'eau, qui ne nécessitent pas de produits phytosanitaires et fertilisants, donc qui préservent la qualité de l'eau. Si on décide de relocaliser sur le territoire, et c'est un peu l'objectif, les outils de transformation ont permis l'implantation d'entreprises de transformation, et on fixe la valeur ajoutée sur le territoire. Donc économiquement, c'est aussi intéressant. C'est économique, pour le moment, c'est intéressant environnementalement parlant, et puis économiquement. Et si on parle des marchés, effectivement, je parlais des restaurations collectives aujourd'hui qui sont nos clients principaux. Voilà, il faut aussi concevoir à un moment donné que plus de protéines végétales, par exemple, dans l'assiette, ça peut sauver l'eau de nos territoires. Et puis, globalement, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un changement culturel, culinaire aussi, dans l'adoption, en fait, de régimes alimentaires
de consommation et d'habitudes alimentaires qui sont en adéquation en fait avec la préservation de la ressource en eau. Donc des régimes peut-être plus méditerranéens du Sud encore. Donc voilà, il y a un peu cette notion de se dire voilà, il va falloir que aussi le consommateur par son assiette participe à cette adaptation agricole en consommant des produits effectivement locaux qui préservent l'eau et qui sont des cultures en sec notamment. Voilà. Peut-être j'avais un mot de la fin, mais peut-être que Karine, tu souhaites faire un point avant. Oui, on peut faire un petit point. De toute façon, effectivement, on est parfait en termes de timing. Là, il est 13h05. On va arriver à la fin un petit peu de ces premiers échanges et passer aux questions. En tout cas, bah, on a très bien compris, très clair. Et en plus, ces apports que vous faites tous les deux sont très complémentaires finalement sur les solutions, les stratégies. Donc, on se rend compte que l'agriculture, comme pour le climat et comme pour beaucoup de choses d'ailleurs, a des super pouvoirs. Elle a ce super pouvoir d'atténuer ces dysfonctionnements des cycles de l'eau avec toutes ces solutions techniques que Simon a évoquées. Donc, on peut parler quelque part, alors pardon de néologisme, mais d'une possibilité de réempaysager quelque part notre agriculture pour pouvoir recapter plus de carbone, capter plus d'eau, retrouver finalement ce cycle de l'eau verte qui a un petit peu disparu. Et c'est des stratégies qui se font nécessairement à l'échelle d'un territoire quand même un peu vaste. Alors, des solutions, des stratégies, on va dire, techniques dans le champ et des stratégies aussi, comme tu viens de les évoquer, Joanne, des stratégies économiques, puisqu'effectivement, aujourd'hui, l'agriculture, ce sont des chaînes de valeur, ce sont des filières, et on ne peut pas juste changer un maillon de cette chaîne de valeur sans que le reste change intégralement, finalement. Donc, on a une démarche vraiment, on va dire, systémique, holistique, sur des axes, sur l'axe du temps, qui sont court terme, long terme, sur l'axe aussi géographique, qui va être sur différents territoires plus ou moins élargis. Donc, une nécessité effectivement de travailler avec des collectifs d'agriculteurs et avec des collectivités que tu représentes aussi, Joanne, aujourd'hui, puisqu'effectivement, des collectivités qui sont des soutiens indispensables dans la restructuration de ces filières, dans cet accompagnement en fait de projection vers bah, des nouvelles façons d'adaptation, des nouvelles façons de manger. Donc l'agriculture, c'est aussi notre souveraineté alimentaire, enfin c'est notre souveraineté alimentaire fondamentalement. Donc il faut à la fois la préserver et aussi contribuer au rééquilibrage de ces cycles de l'eau. Donc super intéressant, messieurs. Euh, Bon, je pense qu'on a abordé tous nos sujets. Tu pourras effectivement conclure, Joanne, sur ces éléments que tu voulais parler, je pense, sur ce côté filière, la fourche à la fourchette. Et je pense que Simon aussi, peut-être, pour conclure un petit peu sur des images un peu fortes de ce qui a pu déjà être fait au niveau des fermes, au niveau des territoires, des, des aménagements qui ont pu être faits et qui peut-être déjà montré quelques résultats. Voilà, donc je vous laisse peut-être chacun. Alors peut-être Simon, tu peux remontrer un petit peu ces images de fin. Et puis Joanne, ensuite peut-être conclure. Et on a eu pas mal de questions, on a eu quelques questions, donc c'est super, on va pouvoir les traiter dans quelques minutes. Peut-être qu'on peut voir, je crois qu'il y a une ou deux questions qui demandent ça. Peut-être que tu veux balayer quelques questions et au fur et à mesure, moi, je remonterai des On images. montrera les Ouais, images. Et c'est comme ça. ben, écoute, parfait, très bonne idée. Sinon, Bah, on va les prendre dans l'ordre, du coup. ça risque de durer. Alors, je remonte le fil des questions. Alors, n'hésitez pas à me dire, à lever la main si jamais j'oublie quelqu'un, bien sûr. Donc, je pense une première question de Guillaume. Les conditions dont vous parlez, qui sont éditées par la collectivité, sont-elles également portées par la Chambre d'agriculture? Ou êtes-vous esselé sur la question? Alors, c'est plutôt pour toi, Joanne. Oui, eh ben oui, effectivement, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais ils sont partenaires du projet, hein, la Chambre d'agriculture, les GAB aussi, bio. On a essayé de s'entourer parce qu'ils ont pris aussi conscience en fait de la nécessité de diversification du territoire. Donc oui, ils sont effectivement impliqués grandement dans le projet aujourd'hui, que ce soit sur le conseil technique aux agriculteurs, que ce soit sur les stratégies de filière. Donc effectivement, on travaille main dans la main sur le territoire. Mm.
Merci beaucoup. Autre question de Camille. Est-ce que vous pourriez rappeler les conséquences de l'irrigation sur le sol et les cultures? Est-ce que l'irrigation est une bonne chose pour certains cas? Merci. Alors, moi, je vais parler à chaque fois, je parle sur la vigne. Pardon, Simon, peut-être tu Oui, oui. Non, compléteras, non, sans problème. mais clairement, aujourd'hui, comme je disais, la vigne, c'est une culture méditerranéenne. Donc, voilà, penser pour quelles raisons l'irriguer, voilà, il y a une vraie question. Mais en tout cas, ce qu'on s'aperçoit, c'est quand on fait de l'irrigation au goutte à goutte, on a tendance à irriguer la surface. Et donc, on a un développement racinaire, du coup, par exemple, de la vigne qui se fait à la surface. Et donc, dès qu'on a un stress hydrique très important, une coupure d'eau, parce que ça peut arriver parfois, en fait, ben, on a des taux de mortalité de la vigne qui est plus important, en fait. Et bien sûr, après, je ne connais pas les conséquences organoleptiques des vins, en fait, avec effectivement des racines peu profondes, mais j'imagine que ça a forcément un lien. Donc, en tout cas, sur la vigne, c'est pas toujours forcément voilà, bien fait. Il faut à peu près 1 million de litres par hectare et par an pour irriguer de la vigne, et c'est ce qui se fait en goutte à goutte actuellement. Et puis il y en a qui n'ont pas besoin d'eau d'irrigation, mais l'eau de pluie suffit, quoi. Voilà. Effectivement, Merci l'irrigation, Simon. c'est pas, je nuance bien mon propos, hein, c'est pas à proscrire évidemment dans n'importe quel système de culture et dans n'importe quelle stratégie d'ailleurs agricole. Évidemment, mais bien comprendre effectivement, comme dit Johan, que c'est que quand on irrigue, on vient compenser, on vient rendre dépendant aussi une culture. Et si on le fait, c'est pour la production. On irrigue pour avoir une productivité plus importante. Donc c'est d'abord pour ça. Donc effectivement, il y a à jauger là aussi entre, oui, on irrigue pour produire, mais attention, comme disait Johan, voilà, à force d'aller chercher l'eau et de loin, ben, oui, du coup, on garde sous perfusion des cultures et qui sont parfois de moins en moins adaptées, quoi. Donc là, il y a un vrai enjeu à ce niveau-là. Et là, encore une fois aussi, avoir stocké de l'eau ou avoir de l'eau pour pouvoir irriguer, c'est voilà, pour les cultures, mais dans ce que j'ai évoqué notamment de re-empaysager, là, comme tu dis, Karine, nos agroécosystèmes et nos territoires, certes, il est fort possible que l'eau stockée puisse et doive servir aussi à irriguer, pas forcément directement des cultures, pas que en tout cas, mais aussi des engrais verts, des couverts végétaux pour les faire partir. C'est souvent le cas maintenant, des agriculteurs ont bien compris, ils veulent implanter des couverts végétaux en vigne ou autre d'ailleurs, sauf que bah, à certaines périodes, les couverts végétaux, là, on les sème, mais il n'y a pas d'eau, il pleut pas, il pleut plus parce qu'il y a des changements dans les régimes de précipitation, donc ils ne lèvent pas, et donc on se retrouve avec des sols qui ne sont pas couverts et tout ça, donc un peu le cercle vicieux, quoi. Donc à un moment donné, avoir de l'eau pour, y compris soutenir la stratégie de transition agroécologique par les changements de pratiques au niveau des sols, mais aussi pour irriguer des haies éventuellement, des arbres, de la végétation, de la biomasse, pour recréer un peu une zone humide ou comme ça, et ben, ça doit être pensé aussi comme une stratégie. Donc, il ne s'agit pas de faire un haro sur l'irrigation, par contre, voilà, de l'utiliser à juste titre, on va dire, comment dire, à bon escient, et aussi, pourquoi pas, que ça puisse contribuer à une stratégie, je pousse à une vraie stratégie globale et d'ampleur de transition agroécologique et de structuration paysagère qui rend les territoires résilients en eau, quoi. Et puis finalement, il y a l'irrigation à prendre dans un modèle, enfin, il faut l'analyser un peu de façon globale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'irrigation peut-être du maraîchage qui va servir à des circuits courts et valoriser localement, c'est peut-être plus intéressant que d'irriguer aujourd'hui du maïs qui va être exporté pour du bétail ou de la midonnerie, en fait. Et c'est essentiellement aujourd'hui la culture la plus irriguée, c'est le maïs. Donc, il y a aussi cette réflexion à l'échelle des filières, en fait, pour quel Complètement. intérêt, quelle priorité, en fait. Voilà. Complètement. Parfait. Donc en somme, la réponse à la question, c'est ça dépend. Mais on a des éléments très concrets et effectivement, je pense sur la vigne, c'est là où on a beaucoup de controverses sur l'irrigation. Et d'ailleurs, certaines AOP, beaucoup d'AOP interdisent aujourd'hui l'irrigation sur la vigne. Mais voilà, en tout cas, ça dépend des contextes, ça dépend des filières, des territoires. Question de Daniela. Alors, pour Joanne, comment concrètement vous répondez aux agriculteurs de votre territoire pour réfléchir à des solutions sur le long terme? Comment peuvent-ils faire concrètement? Alors, je pense que tu as en partie traité le sujet. Elle a dû poser la question avant que tu commences peut-être à traiter, mais peut-être que tu peux apporter quelques compléments sur cette question.
Eh ben, on fait appel à Simon, par exemple, sur l'hydrologie régénérative. On fait appel effectivement aujourd'hui à aussi des outils financiers qui permettent d'accompagner, je disais, la prise de risque en fait, d'adoption de nouvelles cultures. On travaille aussi sur des systèmes financiers, notamment les paiements pour services environnementaux, etc., qui pourraient prendre en charge un peu des mesures financières du coup qui pourraient prendre en charge une partie de cette prise de risque-là. On active des outils financiers aujourd'hui auprès des agences de l'eau notamment et auprès des ministères de l'agriculture et de l'environnement. On travaille aussi avec les chercheurs sur ces questions. Donc il y a vraiment la question des pratiques à la parcelle et puis des questions un peu plus j'allais dire, macroéconomiques. Et puis des questions aussi, on accompagne les agriculteurs de façon collective. C'est effectivement l'aspect social très important en fait. Très souvent d'ailleurs, il y a des agriculteurs qui ont trouvé des solutions depuis très longtemps à l'adaptation au changement climatique et ils l'ont pas forcément partagé avec leurs collègues, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir bénéficier aussi de leur retour d'expérience et d'en faire bénéficier un collectif. Donc je pense que en tout cas, dans l'avenir, la la résilience climatique se travaillera aussi sur l'échelle sociale et collective, voilà, des agriculteurs. Merci. Alors, je continue à parcourir les questions. Alors, question de Benoît, que pensez-vous des retenues collinaires? La question, il y a toujours ce genre de questions qui apparaissent. Eh Mhm. ben, euh, tout dépend. Enfin, il y a retenu, et encore ça, c'est mon avis, n'engage que moi, évidemment. Euh, les retenues collinaires, dans le sens où on stocke de l'eau de pluie, de ruissellement, j'insiste bien, de l'eau de pluie, de ruissellement euh, saisonnière dans le paysage pour un usage, sont une vraie solution pour, encore une fois, dans un cadre d'une transition globale, d'un enjeu systémique, quoi. Pourquoi c'est une vraie solution? Parce que, en l'occurrence, de l'eau de pluie de ruissellement, et dans la Drôme, c'est ce genre de questions, dans des paysages, dans des secteurs un peu avec des reliefs, il y a souvent ce genre de questions. Et oui, il y a des épisodes cévenols ou de gros épisodes et qui font que beaucoup d'eau coule à ce moment-là. Elle n'est pas retenue dans les sols et dans les paysages, et pas que les sols agricoles d'ailleurs, hein, les sols de forêt, ben, il y a beaucoup d'eau qui circule et qui retourne très vite à la mer avec des sédiments, avec de la matière organique et qui crée parfois des inondations en aval, quoi. Donc, s'il peut y avoir que cette eau qui retourne trop vite à la mer, qui aurait dû rester dans les espaces agricoles, dans les paysages, dans les territoires en amont, elle soit stockée pour de l'irrigation, pour soutenir une transition agroécologique, tout ça. Évidemment, c'est à intégrer, là aussi, avec raison gardée. Il ne s'agit pas de démultiplier des retenues collinaires partout, et surtout de faire que ça sans penser tout le reste. Encore une fois, ça doit vraiment s'inclure dans le triptyque là, au sol art dont je parlais. Ça doit être quelque part l'ultime en jeu, parce que une retenue collinaire, c'est aussi un investissement lourd et conséquent. Donc, ça ne doit pas être la réponse immédiate. Ça doit être la conséquence de on a déjà tout pensé et fait et transitionné par ailleurs. Et ça s'intègre dans une stratégie un peu globale, quoi. Voilà, donc je distingue ça, et aussi par rapport aux bassines ou ce genre de choses, où là, on considère qu'on pompe de l'eau dans les nappes, dans les rivières, dans le cours d'eau, hein. Retenue collinaire, théoriquement, c'est des retenues qui stockent que les eaux de ruissellement de pluie. Et ce n'est pas la même chose, ça, que de détourner des cours d'eau, de pomper dans les nappes, où là, on tape directement dans le raceau, dans l'hydrosphère, et avec des conséquences qui sont autres. On évapore, on met en évaporation de l'écosystème. On accélère là aussi d'une certaine manière le cycle de l'eau. Et donc, donc, encore une fois, je ne suis pas contre les bassines, mais là aussi, ça doit être bien pensé dans une stratégie globale de transition agroécologique. Si on fait des bonnes bassines pour entretenir le même modèle dont parlait Johan, de toujours la même chose, toujours cultiver pour exporter, toujours, pourquoi pas, mais sauf qu'on on va entretenir les mêmes causes et conséquences qu'on a jusqu'à maintenant. Ok, merci Simon. Je continue sur les questions. Donc, j'ai Laurence qui demande si les agriculteurs prennent-ils la mesure de la possible implication dans la régénération de l'eau? Je pense que c'était après les solutions que tu as pu présenter, Ouais. différents aménagements. Bah,
je pense pas, et c'est vrai que tout ce que j'ai présenté, de considérer que par l'aménagement du territoire, l'occupation des sols, on a, je dis on au sens large, on a une action sur les cycles de l'eau, la régénération des cycles de l'eau, quelque part, c'est peu communément admis encore, quoi, par beaucoup d'acteurs. Ça vient, il y a il y a ces prises de conscience, hein, on parle de résilience. L'effet été 2022, sécheresse 2022 a accéléré les choses, notamment auprès de certaines collectivités et d'agriculteurs aussi. Donc, on a cherché vite des solutions d'adaptation un peu rapides, mais aussi on a accéléré la réflexion sur comment on fait aussi pour s'adapter et transformer, avoir un vrai impact sur la résilience. Donc, globalement, je pense pas que les agriculteurs aient la conscience de ce que, du levier qu'ils ont, encore que hein, certains l'ont. Et aussi parce que c'est pas que à l'échelle des agriculteurs, encore une fois, c'est à l'échelle des collectivités, des territoires. Parce que si un agriculteur fait tout bien, entre guillemets, des sols, des haies, des mares, machin, sur son parcellaire, mais que tout autour, c'est un désert, je caricature un peu évidemment, que c'est un désert de sol peu infiltrant, pas de haies et une accélération du cycle de l'eau, et ben il n'y aura pas d'effet hydrologique conséquent et visible, quoi. Donc il y a un vrai enjeu à ce que ce soit à l'échelle de sous-bassins versants, je pense qu'on parle de bassins versants, de sous-bassins versants, donc de collectivités territoriales, qui à la fois coordonnent ça, on va dire, et évidemment à mettre les soutiens, parce que là, encore une fois, on demande beaucoup aux agriculteurs, donc il ne s'agit pas de leur faire porter à eux seuls tout ça, et donc il y a un vrai enjeu à ce que la société, de manière générale, soutienne les acteurs du territoire, et en particulier les agriculteurs, évidemment, dans cette vision, oui, demain, on a besoin que des sources recoulent, on a besoin que des rivières continuent à couler, on a besoin que des nappes se rechargent, on a besoin qu'il y ait de l'eau encore à notre disposition. Et ça, c'est les paysages, les territoires, la forêt, la végétation, les sols agricoles qui font ça. C'est de plus en plus étayé scientifiquement, et donc, et même sans attendre que ce soit étayé scientifiquement, comme il s'agit de faire des actions sans regret, comme disait Johan. Dans tous les cas, il faut le faire de manière massive et d'ampleur, coordonnée et soutenue. On aura tout à y gagner. Merci. Ouais, merci. Donc il y avait une autre question de Laurence encore. Alors, c'était complémentaire à la toute première question de Guillaume. Est-ce que le rôle d'une seule collectivité territoriale de mettre en place des filières adaptées, est-ce le rôle, pardon, d'une seule collectivité de mettre en place des filières adaptées et rémunératrices? Quelle est la réaction des syndicats professionnels agricoles? C'est cette dernière partie de la question qu'on n'a pas abordée, parce que tu as parlé du reste. Oui, oui, bah, c'est pour toutes les actions agricoles que ça se pose, grosso modo, mais effectivement, bon, bah, je pense que certains syndicats agricoles, en tout cas, ont compris la nécessité de diversification sur notre territoire. Peut-être parce que, comme tu le disais, Karine, on est aux avant-postes et que concrètement, en fait, quand on vit 44 degrés et qu'on a en fait des vignes qui crèvent, en fait, eh ben, à un moment donné, il faut se poser la question de est-ce que c'est le bon modèle? Donc, en fait, on est peut-être plus confronté, et donc il y a une prise de conscience peut-être collective aussi des syndicats là-dessus, qu'il faut changer, quoi. Je crois que c'était ça la question. Et oui, pourquoi les collectivités? Parce qu'aujourd'hui, on porte des plans alimentaires territoriaux, parce qu'on essaie d'activer les leviers qu'on peut, hein, mais on est aussi dans un contexte national et européen, en fait, qui ne nous aide pas forcément. Pendant très longtemps, la PAC, elle a aidé des cultures gourmandes en eau, il faut le dire. Elle continue toujours un petit peu. Donc en fait, c'est pas simple. On active les leviers qu'on peut à notre échelle. Mais effectivement, si on était entouré un peu plus par l'État et par l'Europe, ça faciliterait grandement les choses, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors ensuite, je regarde la suite des questions. Alors, il y avait une question, c'était pour présenter les actions de la part de Simon, mais je pense que tu y as partiellement répondu et on pourra peut-être remontrer quelques images aussi. J'essaie un petit peu d'agréger les questions qui vont dans le même sens. Quelles actions de la collectivité sur l'encouragement à l'adaptation plus profonde des paysages agricoles, qui rebondissait un peu sur le fait que l'impression de cette personne qui posait la question, la métropole de Montpellier était peut-être plus sur l'adaptation court terme selon le diagramme de Saumon-Richard que tu as dû montrer, je crois, Simon. Oui. Voilà, donc peut-être à répondre un petit peu, peut-être qu'il y a eu une incompréhension là-dessus. Je te laisse, Joanne, Oui, oui, répondre. oui. Bah, en fait,
Aujourd'hui, ce réseau régional, en fait, effectivement, à une époque, enfin, je pense qu'on parle de ça, hein, de l'irrigation et donc de l'import d'eau qu'on fait. Comme le dit Simon, en fait, c'est une solution, notamment pour le maraîchage, qui est essentielle. En fait, aujourd'hui, on ne ferait pas de maraîchage sans eau. Et en fait, c'est compliqué pour nous d'exploiter des masses d'eau souterraines parce que en fait, elles sont destinées à l'eau potable, en fait, et c'est des ressources à préserver, hein. 80% de l'eau qui est distribuée à Montpellier, en fait, vient d'une ressource qu'on appelle le lèse et qui est une masse d'eau et une nappe d'eau invisible, en fait, et qu'on souhaite destiner pour l'alimentation en eau humaine, quoi. Donc effectivement, il y a eu des politiques à un moment donné qui sont pas que mes collectivités métropoles, hein, qui sont aussi régionales, etc., qui ont poussé effectivement pour ce réseau-là, pour la diversification, mais on voit qu'il a été utilisé pas que pour le maraîchage, mais aussi pour justement une agriculture exportatrice, notamment la viticulture. Voilà, ça interroge et effectivement, on essaie de porter nous aussi d'autres solutions combinées à l'irrigation qui peuvent être effectivement les solutions proposées par Simon notamment. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... Ok, on enchaîne parce qu'il nous reste très peu de temps et il y a encore pas mal de questions. Existe-t-il des aides financières pour les agriculteurs souhaitant mettre en place un aménagement de leurs parcelles? Alors, je peux répondre à la question sur cet aspect, Johan, tu me compléteras si Oui. besoin. Oui, alors déjà sur les aspects agroforesterie, par exemple, des arbres, et là, oui, il y a donc un des grands piliers, il y a des soutiens, des financements qui se font, c'est presque quelque part ce qui est le plus développé à ce niveau-là. Il y a aussi des soutiens pour la transition agroécologique, c'est moins généralisé, mais c'est plus peut-être par région ou par secteur. Et par contre, voilà, sur l'aspect eau, hydrologie, un peu comme ce que nous on fait, donc d'avoir des ouvrages d'aménagement qui ralentissent, qui infiltrent l'eau. Donc, certes, d'un côté, il y a les mares et tout ça, mais c'est une partie du système, c'est pas toute l'approche. Et donc, non, il y a clairement, nous, par rapport à ce qu'on fait, il manque encore des soutiens, des filières financières, on va dire, qui concrètement aident à la fois dans la réflexion, conception et dans la mise en œuvre, qui aident les agriculteurs pour ça. Et d'ailleurs, c'est un vrai frein qu'on a constaté, nous, dans nos accompagnements, dans les formations et tout ça. Autant, encore une fois, il y a pour les arbres, oui, mais pour la réaménagement, la gestion de l'eau, tout ça, plus compliqué. En revanche, je cite cet exemple, nous, à Drôme, Ardèche, on a peut-être la chance d'avoir certaines collectivités, je les citer pour le coup, Archaglo, Rhône-Crussol, Porte-Drôme, Ardèche, qui, via en l'occurrence des financements de l'Agence de l'eau, ont lancé des programmes pour que des agriculteurs de leur territoire, 15, 20 selon les sites, les zones, puissent être accompagnés et financés sur, là en l'occurrence, des aménagements d'ordre d'hydrologie régénérative sur leur ferme, quoi. Donc, il y a des programmes qui se lancent, qui commencent, hein, qui sont exploratoires, expérimentaux là aussi, mais ça va dans le bon sens, ça va dans le très bon sens. Et quelque part, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est aussi aux collectivités d'accompagner les agriculteurs de leur territoire. Pour ça, hein, c'est vraiment important parce que c'est les agriculteurs de leur territoire, mais aussi parce que à un moment donné, les sous-bassins versants, je reparle souvent de ça, de cette entité hydrologique qui est un bassin versant ou un sous-bassin versant, donc qui est pris dans le territoire de collectivité. C'est à cette échelle que ça doit se jouer parce que les flux d'eau, les ruissellements, tout ça, ils passent sur des fermes, mais ils passent aussi en limite parcellaire, ils passent dans des fossés le long des routes, ils passent dans des zones forestières, dans des milieux naturels, le long de zones urbanisées. En fait, c'est tout cet ensemble qui doit être considéré de manière cohérente et globale, avec des actions globales, quoi. Donc, encore une fois, c'est heureux et essentiel que des collectivités aient cette vision globale et mettent les moyens pour que les acteurs de leur territoire, les agriculteurs en particulier, puissent le mettre en œuvre. Merci. Alors, Je m'autorise juste pardon. une incursion, sans vouloir monopoliser le temps. On parlait beaucoup de collectivités territoriales, mais est-ce qu'il y a des plans européens? Alors, mis à part la PAC, hein, avec le deuxième levier, effectivement, qui permet des financements de haies, le deuxième pilier, pardon, qui permet des financements de haies notamment, mais est-ce qu'il y a des programmes au niveau de l'Europe pour la question de l'eau? En tout cas, tout ce qui concerne l'agriculture passe forcément par la PAC.
aujourd'hui. Donc, moi, en tout cas, ce qui concerne les agriculteurs, aujourd'hui, ça passe par le FEADER, effectivement, premier pilier, deuxième pilier, et j'en connais pas d'autres aujourd'hui de financement là-dessus, mais peut-être que Simon, tu peux compléter. Alors, pareil, quand on parle de l'eau, on parle d'un peu plein de choses. Donc, pas à ma connaissance non plus encore. Et je ne suis pas au fait de tous les financements. Je suis plutôt dans une échelle d'exécution, on va dire. Donc, pas assez en fait de tous ces mécanismes. Donc, non, en tout cas, je n'ai pas entendu. Pour l'instant, nous, là, ce que je vais passer, c'est des financements à l'échelle nationale, régionale, on va dire, notamment par les agences de l'eau. Mais encore une fois, je n'ai pas assez au courant. Ce qu'on peut dire, c'est quand même que le ministère a lancé depuis presque un mois là, le plan pour l'adaptation de l'agriculture méditerranéenne, qui est réservé à quelques départements, une vingtaine de la zone méditerranéenne, effectivement pour désigner des aires agricoles de résilience climatique, avec des financements à la clé, je crois que c'est 50 millions d'euros au total, pour effectivement adapter les territoires en fait, au changement par lesquels on est affecté. Effectivement, comme on a pu le voir avec les Pyrénées-Orientales qui sont actuellement très très affectées par la sécheresse, hein, ils n'ont pas eu les pluies qu'on a eues là cette année, donc avec des nappes d'eau souterraines très basses, etc., et une culture qui est très très fragilisée. Et donc c'est notamment suite, en tout cas à cela, que le ministère a eu cette réaction en essayant voilà, de réfléchir à une prospective sur notamment des nouvelles cultures, quoi. Ok, merci beaucoup. Alors, il est 13h30, je crois qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Alors, il restait encore quelques questions. On verra comment voilà, les traiter et y répondre d'une façon ou d'une autre, que ce soit voilà, sur nos réseaux ou peut-être par mail. Vous pourrez peut-être aussi, messieurs, nous donner quelques ressources intéressantes. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très intéressés pour pouvoir creuser le sujet. Peut-être voilà, quelques liens, quelques ressources pour les gens qui souhaitent aller plus loin. On a beaucoup de personnes dans le chat qui nous remercient et qui nous félicitent pour ce webinaire. Donc, on est très reconnaissant pour ça. Je pense que je peux me joindre à Joanne et Simon qui ont quand même contribué largement. Donc, on est très reconnaissant pour ça. Donc, on est ravis que ce webinaire vous ait plu. Donc, vous pourrez retrouver ce webinaire qui a été enregistré, donc, je pense, sur nos différents canaux de communication, réseaux sociaux, site internet. Donc, n'hésitez pas. On a été ravis de vous avoir si nombreux, en tout cas, en cette fin de mois d'août. Donc, merci à tous et à toutes. Merci beaucoup, encore une fois, Simon et Joanne, pour votre participation et ces apports hyper intéressants et en même temps très complémentaires sur ces deux approches très concrètes dans des territoires. Donc, ça nous a apporté vraiment beaucoup de solutions, beaucoup d'éléments. Donc, merci beaucoup à tous les deux pour cette participation. Merci à l'équipe FEV et notamment Agathe et Eva qui étaient là ce matin sur le support de ce webinaire. Et on vous retrouve très bientôt pour d'autres webinaires sur d'autres sujets. Merci à tous et à toutes. Merci à Merci à vous. Fève, merci Karine. Merci Bonne beaucoup. rentrée. Merci.